Bonjour à tous, aujourd'hui, ne vous cabrez pas, on lâche la bride et on se retrouve pour parler nouveautés ABC sur Combat Futur, le podcast de son commandement. Et comme on ne badine pas avec les blindés, notre invité est le colonel Michael Tesson, ancien chef de corps du 1er régiment de chasseurs d'Afrique et actuel directeur des études et de la prospective au sein de l'école de cavalerie de Saumur. Mon colonel, bonjour. Bonjour mon lieutenant. Alors, l'arme blindée est née au cœur du premier conflit mondial. J'ai envie de vous demander, car j'ai très mauvais esprit, est-ce que ce ne serait pas une arme du passé ? Alors, je pense que c'est absolument pas une arme du passé, même si c'est une arme qui est absolument très fière de ses traditions et qui continue aujourd'hui encore, ce qui peut peut-être surprendre certaines personnes, à utiliser le cheval comme moyen d'instruction et de formation de ses cadres. Voilà, parce que l'équitation, c'est effectivement une école du courage, une école de l'audace, une école du commandement, et que aujourd'hui, on estime que à l'école de cavalerie, c'est toujours un outil formidable, notamment pour travailler les forces morales de nos futurs officiers, en particulier. Donc non, c'est pas du tout une arme du passé. Et puis je dirais que c'est une arme de tradition et c'est une arme moderne. Elle a toujours été une arme moderne. Et vous évoquiez tout à l'heure le premier conflit. Elle a permis, l'apparition des blindés sur le champ de bataille ont permis de sortir du blocage tactique que nous connaissions depuis plusieurs années pendant la Grande Guerre. Et tout au long de son histoire, la cavalerie n'a pas cessé d'évoluer, de s'adapter. Et aujourd'hui encore, face au nouveau champ de bataille qui est apparu, eh bien, elle continue de réfléchir à son évolution et son adaptation pour mieux répondre aux menaces nouvelles qui sont apparues. C'est quoi alors la définition de cet ABC ? Alors, moi j'aime bien utiliser une célèbre citation du général Weygand qui parle de la cavalerie, et je pense que dans cette citation, tout y est. Général Weygand avait l'habitude de dire qu'il y aura toujours une cavalerie, c'est-à-dire une arme plus rapide que le reste du corps de bataille, et dont le rôle sera de reconnaître, de couvrir, de combattre, de poursuivre, et qui trouvera le succès dans l'audace, la vitesse et la surprise. Et je pense qu'effectivement, la cavalerie blindée, aujourd'hui, c'est bien la fonction opérationnelle qui est apte à créer le déséquilibre chez l'adversaire. Et elle crée ce déséquilibre à la fois par le mouvement, la rapidité et le choc qu'elle va créer. Voilà. Elle a des aptitudes importantes et qui reposent principalement sur la caractéristique même de ces blindés: protection, mobilité et puissance de feu, le tout regroupé sur un seul engin. Alors, il y a des questions interdites, comme certains riffs chez les marchands de guitare. Je sais qu'il y a deux écoles, peut-être plus. Roue ou chenille, mon colonel ? C'est un vieux et long débat, et je pense qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Moi, je suis pas normand, et pourtant j'ai envie de dire les deux. Les deux, tout simplement parce que au sein de la cavalerie, pour remplir l'ensemble des missions qu'on vient d'évoquer en parlant du général Weygand, la reconnaissance, la couverture, la flancarde, le combat, eh bien, la cavalerie aujourd'hui a besoin de différents segments, qui vont du segment très léger, avec des unités qui vont servir principalement sur véhicules blindés légers, sur le VBL, qui sera remplacé dans quelques années par le VBAE, le futur remplaçant du VBL. Ces unités qui ont principalement pour mission soit d'aller recueillir du renseignement au contact de l'adversaire, puisqu'elles manœuvrent sous blindage et qu'elles sont aptes à mener ce qu'on appelle du combat de rencontre, comme toutes les unités de cavalerie, et puis également mener un combat anti-char qui est de plus en plus important aujourd'hui avec le retour de la létalité sur le champ de bataille et donc la nécessité pour nos brigades interarmes d'avoir une forte agression au contact. Alors, il y a d'autres segments ? Oui, on a deux autres segments. On a le segment médian, aujourd'hui équipé moitié de 10 RC, moitié de Jaguar. Pourquoi je dis moitié ? Parce qu'on est en pleine transformation de ce segment depuis 2022, avec l'arrivée du Jaguar, qui est l'engin blindé de reconnaissance et de combat de la gamme Scorpion. Il fait partie intégrante de ce programme Scorpion, et donc il va équiper d'ici 2030 l'ensemble des régiments de la cavalerie du segment médian, donc qu'on trouve principalement dans 4 brigades interarmes. Ces véhicules sont à roues. Pour revenir sur votre première question, cette roue, elle va apporter ce qu'on appelle la mobilité opérative, c'est-à-dire la capacité à aller loin, à agir dans la profondeur, justement pour aller recueillir du renseignement, prendre contact avec un ennemi par le combat.
préciser ce contact, c'est-à-dire définir les contours de cet ennemi, identifier ses failles, et ce qui va permettre d'engager, in fine, en deuxième action, le segment de décision, qui est le troisième segment de la cavalerie, le segment le plus lourd, c'est les régiments de cavalerie qui équipent principalement nos 2 brigades blindées, la 2e et la 7e brigade blindée, et donc qui, eux, sont équipés de chars de bataille. Aujourd'hui, le char Leclerc, qui, sans être trop chauvin, est toujours dans un grand nombre de domaines le meilleur char du monde, avec notamment sa capacité de tir en roulant. Et bien là, ces véhicules, ce sont des véhicules à chenilles, parce que ces unités, qui elles vont aller combattre au plus près, rentrer dans le dispositif ennemi pour y apporter une grosse capacité de destruction, la plus importante du champ de bataille. Si on met de côté, bien sûr, l'artillerie, mais je parle en combat direct, dans la fonction, dans les unités de mêlée, eh bien, elles ont besoin de mobilité tactique, c'est-à-dire pouvoir manœuvrer, quels que soient les terrains, même les plus accidentés, au contact de l'ennemi. Alors, le blindé, c'est un rectangle propulsé, mais je crois qu'il s'inscrit dans un triangle tactique. C'est quoi ce triangle tactique pour l'arme blindée? En fait, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, ce qu'on va retrouver, le triangle tactique de base, c'est ce triangle composé de la protection, de la mobilité et de la puissance de feu. L'important sur le champ de bataille, c'est de trouver cet équilibre dans ce triangle tactique. Et comme je le disais, nos engins dans la cavalerie blindée, eh bien, représentent bien, à travers leurs caractéristiques, ce triangle tactique. Et tout le sujet, lorsqu'on réfléchit un petit peu équipement, lorsqu'on pense innovation, lorsqu'on réfléchit aux blindés de demain, c'est de trouver ce juste équilibre entre ces 3 fonctions. Évidemment, dès qu'on va pousser le curseur vers plus de protection, on aura tendance à alourdir l'engin et donc ça sera au détriment de sa mobilité. Et c'est toute la difficulté de trouver cet équilibre dans la conception. Maintenant, l'avantage, c'est que nos unités, nos blindés, puisqu'ils regroupent cet ensemble, sont capables d'agir en autonome, même dans les espaces les plus contestés et dans les situations les plus dégradées. Alors, protection, mobilité, il n'y aurait pas aussi la puissance de feu? Si, alors, le char, par définition, c'est le char de bataille. Aujourd'hui, c'est l'engin terrestre qui est à la fois le mieux protégé, le plus mobile et qui apporte, comme je le disais, la meilleure puissance de feu, la meilleure capacité d'agression et de destruction en combat direct. Il faut être conscient que la cavalerie combat les yeux dans les yeux avec son ennemi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous tirons que sur des vues directes. Voilà. Alors, nous tirerions que ces vues directes. Parce que je parlais du Jaguar tout à l'heure, et le Jaguar va être une petite révolution. Parce que sur le Jaguar, il est bien sûr équipé d'un canon, comme tous nos engins blindés, de 40 mm, avec une première évolution, puisqu'il a une capacité de tir en rafale, ce qui permet notamment d'avoir une grande efficacité lorsqu'on est en combat de rencontre, c'est-à-dire lorsqu'on se retrouve face à face avec un adversaire et que le premier qui pourra tirer va gagner son duel. Mais il sera équipé également de missiles moyenne portée, avec une capacité de tir au-delà des vues directes. Et là, ça va être une petite révolution dans la culture du cavalier, qui jusqu'à présent combattait les yeux dans les yeux avec son adversaire et qui demain, pour pas dire très prochainement, dès qu'on aura ce missile avec le Jaguar, eh bien on sera capable de tirer sur un adversaire qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus, parce qu'il a réussi à se masquer. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au sein d'un équipage blindé, il y ait tout d'un coup un drone qui apparaisse et qui s'élève dans les airs et aide? Alors, on peut non seulement l'imaginer, mais il sera indispensable, ce drone. Il sera indispensable. Aujourd'hui, on voit bien que sur le champ de bataille, on ne peut pas combattre sans avoir des drones en appui. C'est une absolue nécessité. Au sein de la cavalerie ne fait pas exception. On part du principe que chacun de nos engins ou chacune de nos patrouilles, pour parler des véhicules les plus légers, doit avoir un drone qui va lui permettre d'aller acquérir du renseignement, d'avoir une capacité d'observation des portées, de façon à préparer son engagement et, in fine, assurer sa propre protection. Donc, évidemment, c'est déjà le cas. Tous nos engins légers ont déjà des drones embarqués qui sont mis en œuvre par des télépilotes, souvent le troisième homme du véhicule. Aujourd'hui, on a des vraies réflexions
pour réussir à intégrer ça sur nos blindés lourds ou les plus lourds. Pourquoi? Parce que dans un équipage, que ce soit de Charles Leclerc ou de Jaguar, vous avez 3 membres d'équipage. Chacun de ces membres d'équipage a une fonction propre. Le pilote, comme son nom l'indique, va permettre au blindé de se déplacer. Vous avez ensuite le tireur ou l'opérateur toile, comme on l'appelle dans le Charles Leclerc, qui lui va avoir la fonction de feu, de destruction et d'observation. Et puis on a le chef d'engin qui commande l'ensemble et qui va donner les ordres pour que son blindé se déplace, détecte des cibles et puisse les détruire. On voit bien que c'est des métiers à plein temps. Et donc la question c'est qui va pouvoir mettre en œuvre ce drone. Si c'est le tireur, eh bien, il ne pourra plus en même temps avoir sa fonction tir. Donc on a des vraies réflexions avec plusieurs pistes, dont l'une qui serait de tendre vers des systèmes qui seraient automatisés, toujours sous un contrôle humain, in fine, mais qui permettraient de partir de la plateforme, d'agir, peut-être avec du filo-guidé, ou en tout cas avec un lien filaire qui permet de garder le lien et d'éviter d'être détecté parce qu'il n'y a pas d'émission radio. Voilà, donc aujourd'hui, ça n'existe pas, mais puisqu'on parle d'innovation, on est en train d'y réfléchir, il y a des expérimentations, on travaille avec des industriels sur le sujet, et voilà, dans le cadre des réflexions sur le char du futur, ça fait bien sûr partie de ces réflexions. Alors parmi les fondamentaux du blindé, il y a la taille, il y a le poids. Est-ce qu'il y a un idéal pour le blindé futur? Alors, comme je le disais, si on revient sur le triangle tactique, il faut toujours revenir sur les bases. C'est comme les principes de la guerre de Foch. Si on revient sur le triangle tactique, effectivement, il faut trouver ce juste équilibre entre la mobilité et le poids et la protection, puisque souvent le poids est lié à la protection. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que le champ de bataille moderne a apporté de nouvelles menaces contre les blindés. Jusqu'à présent, c'était essentiellement des menaces qui étaient les menaces de chars, puisqu'on agissait contre des chars, des menaces anti-chars, ennemis, et puis une menace, mais qui était relative de la 3e dimension, puisque souvent on allait chercher conquérir la supériorité aérienne avant d'engager des troupes au sol. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette supériorité aérienne, elle est complexe, parce que vu le nombre d'objets volants, et je pense notamment aux drones qui saturent l'espace aérien, c'est extrêmement compliqué de s'assurer une véritable supériorité. Et donc aujourd'hui, on a cette nouvelle menace qui est apparue. Alors, quand on part d'une feuille blanche et qu'on réfléchit quel serait le char idéal dans le futur, quand on commence à lister dans tous les domaines, dans la mobilité, dans la protection, besoin de protection active, besoin de protection passive, besoin de systèmes de détection, besoin de systèmes anti-drones, besoin de brouillage, besoin... En fait, non seulement on va noircir l'ensemble de la page, mais lorsqu'on va commencer à y réfléchir avec des ingénieurs, on va s'apercevoir que si on met tout ça sur une seule plateforme, en fait, on va très largement atteindre des poids qui tournent autour des 80 à 100 tonnes. Un peu comme un Merkava, quoi. Les Merkava sont à peu près, effectivement, de cette gamme-là. Ils tournent autour des 80 tonnes. En fait, le problème, c'est que ça pose plusieurs difficultés. La première, c'est une difficulté de projection de force. Parce que pour pouvoir projeter des engins de cette taille et de ce poids surtout, eh bien, c'est extrêmement complexe. Or, dans la doctrine, l'armée française est une armée d'emploi et de projection. On a depuis toujours été faire la guerre sur d'autres théâtres d'opération et on continuera à le faire. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le coût du soutien logistique. Plus on a une plateforme lourde, plus elle va être coûteuse en termes de soutien et gourmande en termes de moyens logistiques de soutien. Carburant, munitions, etc., pièces détachées. Donc aujourd'hui, et puis ensuite en termes de mobilité, je l'ai dit, c'est extrêmement complexe. Donc aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire que le poids idéal tourne autour de 50 tonnes. Autour de 50 tonnes, on arrive à avoir un engin qui soit projetable facilement, qui soit soutenable facilement. Et d'ailleurs, c'est le poids du Charles Leclerc que nous avons. Et donc, nos réflexions tournent autour de ce poids. Voilà. Il faut contrôler la masse, toujours dans ce subtil équilibre. Voilà. Puisqu'on parle cavalerie, on peut aussi parler du VBAE.
Le VBAE, c'est un vrai sujet aussi, le poids. Là, on a un emport de quoi 3 personnels? Alors oui, on est sur 3 personnels. En fait, nous, la cavalerie, ce que nous souhaitons, c'est mettre la priorité sur la furtivité de l'engin. Puisque, comme je le disais, ça va équiper des unités qui vont aller faire du renseignement de contact, donc qui ont besoin de discrétion. D'autant plus quand elles vont manœuvrer sur un champ de bataille avec une transparence accrue. Cette furtivité, cette mobilité, puisque, vous le savez sans doute, mais nos pelotons de cavalerie blindée sont tous organisés de la même façon, avec 2 cellules, une cellule canon et une cellule reconnaissance, investigation. La cellule canon, ce sont les Jaguars, ce sont les chars Leclerc. La cellule investigation, ce sont les VBL. Ça veut dire que ces véhicules légers cohabitent en permanence avec les véhicules les plus lourds. Et donc on a besoin, puisqu'ils vont combattre ensemble, manœuvrer ensemble, on a besoin qu'ils aient une mobilité quasiment identique. On a besoin donc que nos VBAE demain continuent à pouvoir suivre le Jaguar, qui a une mobilité exceptionnelle, et le char Leclerc, qui a cette mobilité tactique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, furtivité, mobilité. En fait, il y a un besoin de protection aussi. La létalité est plus importante sur le champ de bataille. Eh bien, tout l'enjeu, dans la conception actuelle, puisqu'on en est dans les échanges avec les industriels qui vont proposer un prototype pour la fin d'année, eh bien, de trouver ce juste équilibre. Alors, ce juste équilibre, on peut le trouver dans le fameux MGCS, Main Ground Combat System. Alors, là, vous Qu'est-ce que c'est, hein? Alors, je vais vous évoquer. C'est un projet d'armement franco-allemand qui a été lancé de mémoire en 2017 en même temps que le SCAF, en fait, qui est extrêmement ambitieux. Le point de départ de ce programme d'armement, pourtant, était simple sur le papier. C'est remplacer à la fois le char Leclerc en France et le Léopard 2 allemand. Le point de départ est très simple. Finalement, aujourd'hui, on est bien au-delà de ce simple remplacement du char. Mais on est vraiment à la fois dans la réflexion de ce que sera la fonction char sur le champ de bataille de demain. Et puis, c'est vraiment essayer de trouver, je dirais, un système qui va pouvoir révolutionner le combat terrestre. Alors, ce MGCS, ça ne sera pas un char. Ça ne sera même pas une plateforme de combat. Ça sera un système de systèmes. C'est-à-dire, c'est un ensemble composé de plusieurs plateformes de combat. Pourquoi? Entre autres, parce qu'on cherche à ce que chaque plateforme ne dépasse pas ces 50 tonnes évoquées tout à l'heure. Et donc, c'est assez logique lorsque je reprends ma liste de mes besoins en équipement pour produire des effets tactiques, eh bien, si je les répartis dans des objets qui ne doivent pas passer 50 tonnes, et puis je suis obligé de les répartir sur plusieurs objets. Donc, le MGCS, fondamentalement, c'est ce principe de multiplateforme pour remplacer un objet, ou plutôt une fonction, qui est la fonction char. Avec une plateforme qui, aujourd'hui, en l'état actuel des réflexions, mais on en est vraiment dans la phase de réflexion, dans la phase de conceptualisation. Donc, pour l'instant, dans la phase de réflexion actuelle, on a une plateforme qui est plutôt une plateforme d'agression, qu'on pourrait appeler la plateforme canon, qui est ce qui ressemble plus à un char que nous connaissons aujourd'hui. Avec 2 plateformes qui l'accompagnent, une plateforme d'appui direct, qui va lui amener une capacité d'agression supplémentaire, avec notamment des missiles, mais aussi une capacité de protection, notamment contre les drones. Et puis une plateforme d'appui indirect qui, elle, aura une allonge supplémentaire avec notamment des capacités de tir au-delà des vues directes et qui permettra d'appuyer, de faciliter l'engagement des plateformes de combat. En fait, pour nous, école de cavalerie, notre vision, elle est assez claire. Dans ce système de systèmes, le cœur reste la plateforme canon, le char traditionnel que nous connaissons. Pourquoi est-ce que nous arrivons à ce système de systèmes? Parce qu'aujourd'hui, et on le voit par exemple en Ukraine, où nous sommes face à un blocage tactique.
dans la frange des 10 à 20, voire 30 km de la ligne des contacts, aucun regroupement de blindés n'est possible sans qu'il soit immédiatement détecté, identifié, détruit. Ce qui explique ce blocage que l'on constate depuis maintenant des mois, voire des années. En fait, le MGCS doit être la réponse pour permettre d'amener au cœur du dispositif ennemi ces plateformes canons de façon à ce qu'elles puissent combattre. Et donc, créer une bulle de protection pour aller rentrer dans un dispositif là où il y aura de toute façon déjà, et il y aura de plus en plus un déni d'accès avec une très forte opposition de l'adversaire. C'est là d'où vient ma nouvelle question. Mais comment désormais protéger le blindé ? Pour protéger un blindé, il y a beaucoup de solutions. Voilà. En tout cas, on étudie beaucoup de pistes. D'abord, on peut réfléchir en termes de doctrine. J'évoquais tout à l'heure cette difficulté de concentrer les moyens. Je reviens sur les fameux principes de Foch, concentration des efforts, économie des moyens, liberté d'action. Aujourd'hui, on a du mal à concentrer les moyens, et donc le chef tactique perd sa liberté d'action. Et donc, on a déjà, dans la doctrine Scorpion, qui est en cours aujourd'hui, dans la transformation majeure qu'est en train de vivre l'armée de terre, on a déjà mis en place un principe fondamental, qui est l'alternance permanente de la dispersion et de la concentration. Je disperse mes moyens, je les dilue sur le champ de bataille pour être moins détectable, je les concentre au moment de la frappe et je les disperse juste à l'issue. Tout ça, c'est réalisable grâce à nos moyens de communication. Le SICES, par exemple, dans le système Scorpion, permet d'avoir un suivi précis et permanent de tous ces véhicules, de tous ces subordonnés, de ces alliés, et donc d'être beaucoup plus dispersé sur le champ de bataille qu'on ne l'était auparavant, avec la crainte de se perdre, qui n'existe plus, ou quasiment plus. Donc, en fait, la première chose, c'est la doctrine, dispersion-concentration. On n'invente pas grand-chose, c'est Napoléon qui a inventé ce principe. Mais il faut toujours savoir lire dans les livres d'histoire, il y a toujours des choses qui sont intéressantes à remettre au goût du jour. Et je reviens sur votre première question, la cavalerie est une arme de tradition, qui aime l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tromper son adversaire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de manœuvre sans réfléchir à la déception, à la diversion. Il faut attirer l'adversaire ailleurs. Je pense que demain, un des moyens de permettre l'engagement des chars, c'est l'utilisation de leurre sur le champ de bataille. Alors, ça sera surtout vrai lorsqu'on va monter sur des niveaux plus importants, brigade blindée, mais le problème aujourd'hui qu'a le char au niveau individuel, ce manque de protection. Aujourd'hui, on a un vrai déséquilibre du triangle tactique. La mobilité et la puissance de feu sont très bonnes, il n'y a aucun problème. Mais on a un vrai problème de protection. Nos chars, avec la nouvelle menace, notamment drone, permanente, eh bien, n'est plus suffisamment protégé. Voilà. Eh bien, quand on part de ce constat au niveau des blindés, qu'on le monte au niveau des organisations de notre armée de terre et qu'on voit au niveau brigade, le pion de combat de l'armée de terre, eh bien, en fait, c'est le constat que font les généraux, commandants, les brigades de blindés, c'est comment survivre avant l'engagement. Parce qu'une concentration de chars, ça attire naturellement les frappes ennemies. Donc, c'est aussi l'utilisation de leur tromper son adversaire. Et puis ensuite, revenons un peu plus terre à terre sur l'engin lui-même. C'est ajouter des protections. Alors ces protections, elles existent déjà. Protection blindage passif, avec du surblindage réactif, mais on peut aussi envisager, et les Israéliens ont déjà équipé depuis 2024 quasiment tout leur Merkava de dernière génération. Les Allemands ont acheté ce système, je parle du système Trophy, blindage actif, qui va équiper les Léopard 2 à 8. En fait, c'est tout un système de radar qui existe autour du blindé et qui va détecter des roquettes, qui va détecter des missiles, qui va détecter des drones et qui va déclencher des contre-mesures pour détruire ces menaces avant qu'elles viennent frapper le blindé. Voilà. Donc la protection active, c'est aussi une réflexion. Et puis, ça va être, je pense, l'accompagnement.
de ces blindés. C'est-à-dire que le char en lui-même, le blindé, il faudra qu'il soit accompagné par des véhicules qui vont lui assurer sa propre protection, et notamment en 3e dimension. Là aussi, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît depuis des années et des années, mais on le connaissait uniquement au combat en zone urbaine. Si vous revenez sur 2004, ouais, c'est pas hier, lors de la grande bataille de Fallujah, les Américains ont engagé des chars Abrams au cœur de la ville. Chaque char était accompagné à la fois de Bradley, véhicules de combat d'infanterie qui le suivaient et qui avaient une capacité d'observation grand angle, plus importante que celle du char. Et notamment, avait aussi une capacité de riposte en hauteur. Alors à l'époque, ce n'était pas contre les menaces drones, mais c'était plutôt contre les menaces de snipers ou de tireurs isolés qui étaient dans les immeubles sur des étages élevés. Et donc, le char n'a pas forcément, certains chars n'ont pas forcément le débattement pour les frapper ces cibles. Voilà. Et puis, il y avait un groupe d'infanterie qui était autour et qui faisait un essaim et qui se déplaçait et qui assurait la protection, parce que le char voit très bien loin, mais il est aveugle à très courte distance. Donc en fait, ce principe de protection d'éléments satellites qui assurent la protection du blindé, on le connaît, et c'est ce qu'on appelle un DIA, un détachement interarmes. Et c'est une doctrine, un concept qu'on connaissait en zone urbaine et qui, eh bien, je pense, pourrait se généraliser, même en zone ouverte, justement pour lutter contre les menaces drones. Et est-ce qu'on peut aussi imaginer une robotisation, une autonomisation de ces blindés? Bien sûr, ça fait partie aussi des réflexions autour de MGCS. Ces fameuses plateformes, ces fameux satellites, ces engins qui vont graviter autour de la plateforme canon, seront-ils habités? C'est toute la question. On a des vraies réflexions là-dessus, avec 2 niveaux de réflexion. D'abord, des systèmes robotisés, c'est-à-dire sans personne à bord, mais pilotés à distance par un être humain, et des systèmes robotiques qui, eux, seraient entièrement autonomes, pilotés par l'intelligence artificielle, avec une mission donnée, une box dans laquelle ils vont manœuvrer, et des réactions automatiques pouvant aller jusqu'à la destruction de matériel ou même d'êtres humains. Voilà. Les réflexions, aujourd'hui, les avis sont très partagés. Autant sur la robotisation, on est tous d'accord qu'elle sera nécessaire, ne serait-ce que pour avoir un gain en ressources humaines. Il faut être conscient que dans les 20 à 30 ans à venir, on va avoir un trou générationnel avec une perte d'effectifs dans nos schémas démographiques en Europe. Donc demain, au-delà de la préservation de la vie humaine, qui est évidemment une priorité, mais on va avoir du mal aussi à trouver les effectifs pour remplir nos blindés. Voilà. La vraie question, c'est jusqu'où on va. Et ça, c'est une question qui touche à l'éthique même, et qui, je pense, mettra encore un peu de temps avant de trouver une réponse, même si on prend l'exemple des drones armés, il y a quelques années c'était impossible, et aujourd'hui nous avons des drones armés. Donc l'évolution est possible, mais je pense que c'est des sujets extrêmement sérieux et qui sont pris en compte au plus haut niveau dans les réflexions au niveau du ministère. Alors on a compris que le blindé allait changer, et vous avez abordé cela tout à l'heure. Se pose aussi la question de la taille, de la structure des unités, des escadrons, et comment les utiliser. J'ai envie de dire, c'est de la doctrine, ça? C'est de la doctrine, c'est de l'organisation, c'est tout un pan de DORES, le fameux... Qu'est-ce que c'est que ça, DORES? Alors, acronyme encore, allez-y. Oui, vous savez qu'on aime beaucoup les acronymes. En fait, DORES, je dirais que c'est l'outil de travail d'une DEP, d'une direction des études à prospective. On ne peut pas imaginer une capacité sans la passer au filtre DORES. DORES, qu'est-ce que ça veut dire? DORES, c'est D pour doctrine. Donc, une capacité doit avoir une doctrine d'emploi. Sinon, je ne peux pas l'utiliser, cette capacité. Le O, c'est l'organisation, c'est les structures, c'est nos unités. Comment cette capacité va être mise en œuvre, par quelle unité, sous quel format. Le R, c'est pour RH/formation. Comment seront formés les gens qui vont utiliser ces équipements et qui donc vont armer cette capacité. Ensuite, nous avons le E de équipement. Une capacité doit bien sûr
avoir des équipements en son sein. Le S, c'est le soutien de ces équipements. Et le dernier E, c'est l'entraînement de cette capacité avec des personnels recrutés, formés, qui vivent dans une structure avec et qui servent des matériels qui sont soutenus et qui s'entraînent pour préparer l'engagement. Donc, pour revenir sur votre question, les structures font partie intégrante de Dorez et c'est aussi une piste de réflexion que nous avons pour répondre aux menaces. J'évoquais tout à l'heure tout ce qu'on pouvait trouver en termes de nouveaux blindages, en termes de doctrine, en termes de déception vis-à-vis de l'adversaire. L'école de cavalerie a lancé depuis le début d'année une vraie réflexion sur ses propres unités et la taille de ces unités. En partant d'un constat assez simple, les caractéristiques du champ de bataille aujourd'hui. Transparence importante, qui n'est pas quasi totale, et j'y reviendrai. Très forte létalité, parce que beaucoup de capteurs et des effecteurs puissants qui tirent de plus en plus loin. Et puis, on l'évoquait aussi, l'apparition de nouveaux objets, drones, robots. Les robots terrestres existent. Ils existent sur le champ de bataille en Ukraine. C'est déjà une réalité. Et tout ça, eh bien, on se pose la question de la charge cognitive pour le chef tactique, qui déjà aujourd'hui a son peloton à commander, et qui demain, en plus de ses blindés, aura des drones, avec la question qu'on évoquait tout à l'heure, qui va piloter ces drones, même ces systèmes automatisés. L'intelligence artificielle pourra sans doute apporter beaucoup dans l'aide à la décision, dans l'automatisation de l'accompagnement de ces objets. Mais voilà, la surcharge cognitive, c'est une vraie question. Et puis, derrière ces trois aspects de notre réflexion, il y a un élément essentiel qui tend tout ça, c'est où doit-on demain placer le nœud de complexité tactique sur le champ de bataille. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des remontées d'informations qu'on a, qui sont bien plus importantes que ce qu'on pouvait avoir auparavant, eh bien, à quel niveau on va placer le point de convergence pour permettre une bonne utilisation sans saturer le niveau concerné, de façon à ce que ce soit directement utile. L'objectif, il est très simple. Il faut, pour gagner la guerre, sur le champ de bataille, il faut décider plus vite que l'adversaire et agir plus vite que l'adversaire. C'est un principe basique de guerre. Je décide plus vite que l'adversaire. Voilà. Donc, à partir de ce constat, on s'est dit, est-ce que nos pelotons, qui sont quand même parmi les plus gros du monde, ne seraient pas trop gros? Aujourd'hui, un peloton... C'est combien? Eh bien, 2 cellules, 4 chars ou 4 Jaguars, 4 VBL. 8 engins qui se déplacent. On a coutume de dire, j'ai eu l'occasion dans un poste précédent d'être professeur à l'école d'état-major, et je disais toujours, on dit aux élèves à l'école d'état-major que d'un point de vue tactique, pour pouvoir manœuvrer, il faut au moins 3 pions de manœuvre. 4, c'est l'idéal parce que j'ai une réserve. 6, c'est le maximum parce qu'au-delà, le cerveau humain n'est pas capable de gérer en simultané plus de 6 pions qui bougent. Voilà. Donc vous imaginez bien, on y est à ces 6 pions. 4 chars et les VBL étant en patrouille de 2, on est à 6 pions qui bougent. Si demain je lui rajoute des robots, si demain je lui rajoute des drones qui vont survoler chaque... Là, on a une vraie question. Alors oui, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que l'intelligence artificielle sera capable de nous apporter. Et elle nous apportera quelque chose, c'est évident. Mais on a une piste de réflexion. Deuxièmement, transparence du champ de bataille. J'évoquais tout à l'heure que cette transparence, elle n'est pas totale. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'aller sur le terrain pour voir un exercice de l'escadron d'éclairage et d'investigation du 12e régiment de cuirassiers. Donc c'est un escadron qui a pour vocation d'aller recueillir du renseignement de contact au profit de la brigade, de la 2e brigade blindée. Cet exercice a permis de déployer des moyens drones importants, puisque l'artillerie avait sorti des drones d'observation, des DT-46 notamment, et puis aussi la guerre électronique. Eh bien, j'ai assisté à une démonstration très intéressante d'un DT-46, donc d'un drone d'observation de l'artillerie, qui est parti sur un objectif qui était représenté par 3 véhicules, 3 VT4, donc c'est des petits véhicules, un totalement dissimulé dans les bois camouflés,
là aussi le camouflage. Et ce sera un point important pour se protéger. Et puis un autre qui était en bord de lisière et un autre sur un carrefour. Le drone savait dans quelle zone il fallait chercher. Il a mis 20 minutes à trouver un des véhicules qui a dû se déplacer pour le voir. Tout ça pour dire quoi? C'est que la transparence du champ de bataille est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Et qu'en fait, elle n'est pas totale. C'est ni plus ni moins l'illustration de du fameux proverbe « chercher une aiguille dans une meule de foin ». C'est plus facile de trouver un paquet d'aiguilles qu'une aiguille toute seule. Je reviens sur nos réflexions. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des unités beaucoup plus petites? On constate que même si on a des drones qui survolent, en fait, pour qu'ils arrivent à détecter, ils auront plus de mal à détecter des petites unités avec peu de blindés que des grosses unités. Voilà. Donc ça, c'est un point de départ de nos réflexions. Et puis, comme je disais, on est une des armées avec les pelotons les plus gros. Je peux vous donner quelques exemples. Les Suédois, ils ont 3 chars. Ils n'ont que 2 pelotons, 3 chars. Le 3e, c'est une compagnie d'infanterie. Les Israéliens, c'est des pelotons de 2 chars. 4 pelotons de 2 chars dans un escadron. Certes, lorsque les Merkavas sortent, ils ne sortent jamais seuls. Ils sont toujours accompagnés par d'autres engins. Et on revient sur ce principe multiplateforme MGCS. Donc voilà, donc nos réflexions en fait aujourd'hui que nous menons, c'est vraiment sur cette taille des unités, comment réduire l'empreinte au sol de nos unités pour qu'elles soient plus discrètes. Voilà, donc en allant sur des unités plus petites, en gardant cette capacité d'investigation, de renseignement, peut-être différenciée en fonction du segment, toujours intégré au sein du peloton avec un peloton de 2 engins canon et de 2 engins Roco pour le segment médian, donc les Jaguars. Peut-être simplement des pelotons à 2 chars pour le segment de décision, mais avec à côté une unité dédiée de renseignement au niveau de l'escadron, puisque les combats ne sont pas les mêmes. En tout cas, le niveau du combat n'est pas le même. On combat toujours en escadron lorsqu'on est en char et on combat plus en décentralisé lorsqu'on est en roue-canon, donc plutôt au niveau peloton, le niveau inférieur. Voilà, donc on mène toutes ces réflexions, on ne mène pas ces réflexions seuls. On mène ces réflexions avec le commandement du combat du futur, qui lui aussi de son côté a un mandat du major général de l'armée de terre pour réfléchir à l'organisation de nos structures. Et puis surtout, on vient en appui des brigades qui, elles, sont au cœur de ces réflexions, parce que ce sont les brigades qui sont le pion de combat, et c'est donc aux brigadiers d'organiser leur pion de combat, les mettre à la main pour qu'ils soient le plus efficaces d'un point de vue opérationnel sur le champ de bataille. Donc voilà, on a lancé ces réflexions et on va les poursuivre toute l'année prochaine, en lien direct, comme je l'ai dit, avec le CCF et avec les brigades qui vont aller jusqu'à expérimenter ces modèles sur le champ de bataille, expérimenter aussi en utilisant le wargaming et puis la simulation, puisqu'on utilise la simulation pour s'entraîner, mais Romulus, par exemple, qui est un simulateur tactique, eh bien, on peut aussi l'utiliser sous la forme de confrontation de mode d'action, et donc on va essayer de déterminer quels sont les effets tactiques de ces unités. Est-ce que les fronts seront les mêmes? Est-ce que les effets tactiques seront les mêmes? Quelles seraient les conséquences sur notre doctrine, sur notre organisation RH? Voilà, il y a énormément de questions, mais ça participe à cette réflexion globale de comment la cavalerie doit se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Et c'est une mission que le CEMAT nous donne. Trouver des solutions pour se réinventer, pour retrouver de la liberté d'action et donc offrir une capacité de manœuvre au corps de bataille. Alors, capacité de manœuvre sur les nouvelles menaces, vous parliez de champ de bataille transparent. Alors, comment être efficient quand on sait que la 4e dimension, les champs électromagnétiques, aujourd'hui, ça prend une place de folie? Alors, je pense que la 4e dimension, c'est incontournable. Je pense que ce champ de confrontation sera un champ de bataille à lui-même. Il faudra aller gagner la guerre dans ce champ de confrontation qui est la 4e dimension, le champ électromagnétique,
si on veut pouvoir être efficace. C'est quoi des solutions électromagnétiques? Eh bien, en fait, le champ électromagnétique, c'est tout ce qu'on ne voit pas, qui nous entoure et qui va porter toutes les communications, qui va porter tous nos échanges d'informations. Or, c'est le fondement même de notre combat aujourd'hui. Le combat Scorpion, c'est du combat collaboratif. Qu'est-ce que le combat collaboratif? C'est un combat partagé, avec un partage instantané d'informations, de façon à prendre le plus vite possible les bonnes décisions et que la menace soit traitée par le bon effecteur, qui n'est pas forcément celui qui a vu la menace. Je résume assez vite, mais le combat collaboratif, c'est ça. Ça repose sur une seule chose, le partage d'informations. Ce partage d'informations, il se fait dans la 4e dimension, avec des systèmes de communication que nous avons, mais il se fait dans la 4e dimension. Aujourd'hui, on le voit bien, le brouillage, la détection sont des vraies menaces. Le brouillage empêchera le partage de cette information. La détection permettra l'identification et la destruction immédiate de l'engin qui a émis. J'évoquais l'exercice du 12e cuir. La guerre électronique du 54e régiment de transmission était présente, a joué à la fois avec les amis pour leur apporter cet appui électronique, mais a joué également contre eux, de façon à mettre le doigt sur leurs failles, sur leurs difficultés, de façon à... Et c'était extrêmement intéressant. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut tendre vers de l'hybridité dans nos systèmes de communication. C'est-à-dire ne pas tout miser sur un seul système, mais utiliser tout un panel qui existe, y compris des solutions civiles. La 4G, la 5G peuvent être des moyens. Ils sont extrêmement détectables, il n'y a pas de problème, mais ça peut être des moyens utilisés. La vraie question, c'est de la réflexion autour du délai d'impunité. Cette notion, elle est parfaitement maîtrisée par le génie. Le génie, lorsqu'ils font des travaux, ils ont cette notion de délai d'impunité. Ils savent qu'à partir du moment où ils vont commencer à travailler, ils ont 1 heure avant que l'ennemi ait pu les détecter et ait pu les détruire. Voilà, parce qu'on connaît les moyens de destruction, de détection, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive à la même chose avec une capacité de notre guerre électronique de nous dire, vu les moyens de l'ennemi, on a un délai d'impunité de temps. Et à partir de ce moment-là, le commandement pourra décider de quels moyens de communication il va utiliser. Parce qu'à partir du moment où il sait qu'il est capable, dans le délai imparti, de quitter la position, même s'il est détecté à partir du moment où il appuiera sur le combiné pour envoyer son message, ou qu'il appuiera sur le bouton pour envoyer son message, en fait, il sait qu'il ne risque pas, ou en tout cas, c'est un risque maîtrisé. Mais la guerre électronique, c'est un vrai sujet. Là aussi, il faudra réfléchir au brouillage des drones ennemis, des moyens de communication des drones ennemis. Voilà, c'est toujours le jeu du bouclier et de l'épée, c'est-à-dire cette escalade permanente. Alors voyons loin, ou pas tant que ça, la bonne décision, vous l'avez dit, parfois c'est tirer pour détruire. Le canon de demain, justement, est-ce que face aux nouvelles menaces, il n'est pas aussi sans munitions? Le canon de demain, ça veut dire, je pense qu'il faut réfléchir au canon d'aujourd'hui. Commençons par réfléchir au canon d'aujourd'hui. On s'aperçoit, et je l'évoquais tout à l'heure, que le Jaguar n'est pas armé que d'un canon. Il remplace le 10RC qui avait un canon de 105 mm et de l'armement secondaire, mais son armement principal c'était le canon de 105 mm. Ce 10RC est remplacé par un blindé équipé d'un canon de 40 mm, traditionnel, c'est le côté traditionnel de la cavalerie, mais avec un côté modernité puisqu'il va être équipé de missiles MMP, moyenne portée, et donc qui va permettre de faire du tir au-delà des vues directes jusqu'à 4 km. Donc là, on est déjà sur une première question. Est-ce que le blindé de demain, il est que canon, donc avec obus, tir direct, avec ses avantages et ses inconvénients, ou est-ce qu'il est que missile, avec ses avantages et ses inconvénients? Moi, je pense que, là encore, la réponse, elle se situe entre les deux, et que les inconvénients de l'un seront compensés par les avantages de l'autre, et vice-versa. Voilà. Mais c'est vrai qu'un obus, ça a une vitesse qui fait que c'est difficilement interceptable. On parlait des protections passives, mais un obus flèche, les protections passives ne sont pas efficaces parce que l'empreinte de la flèche qui arrive sur le blindé est tellement faible pour les radars
Et surtout, la vitesse de la flèche est telle que c'est impossible d'intercepter. Deuxième avantage de ce type d'obus, c'est qu'à partir du moment où il est tiré, il n'est pas guidé. Même si, et je vais y revenir tout de suite, il existe où on pourrait avoir des obus guidés. Qui est une autre technologie. Mais un obus, par principe, à partir du moment où il est tiré, il va direction sa cible. Si la cible ne bouge pas, il tapera. Voilà. Donc, je ne peux pas brouiller, contrairement à un missile, qui lui peut continuer à recevoir des informations, etc. Donc la question canon-missile, c'est la première question. Je reviens sur les obus. Je dis que les obus aujourd'hui, les obus qu'on a aujourd'hui dans la cavalerie française, ils ne sont pas guidés. Pour autant, il existe des réflexions sur des obus qui pourraient être guidés et qui pourraient être, eux, tirés de façon courbe sur des objectifs qu'on ne verrait pas, avec donc une allonge plus importante et qui pourraient être guidés par laser émis par un autre porteur, soit au sol, soit un drone par exemple qui aurait identifié la cible et qui pourrait l'illuminer en phase finale pour que l'obus vienne dessus. En fait, il aurait à peu près les mêmes effets qu'un missile, les mêmes trajectoires qu'un missile. L'intérêt qu'il pourrait présenter, c'est son coût, et donc le nombre d'obus qu'on pourrait avoir en équivalent missile. Voilà. Donc ça encore, ça fait partie, par les MGCS, ça fait partie des réflexions qui rentrent dans ce sujet MGCS. Est-ce qu'on veut des obus guidés? Est-ce qu'on veut que du missile, etc. Et après, si on va encore plus loin, je ne dirais pas qu'on est sur de la science-fiction, parce que je pense que ça arrivera un jour, mais effectivement, il y a des travaux qui sont menés, les Américains en font, sur des armes avec des canons laser, voire avec des canons qui envoient des ondes électromagnétiques, un peu sur le principe d'un micro-ondes, qui a cette capacité de détruire tout ce qui est électronique dans le cône où on va le tirer. Ça pourrait être des armes, notamment, ils le développent beaucoup en lutte anti-drone, pour avoir une capacité de faire tomber tous les drones qui sont en vol. Mais ça, est-ce que ça pose pas aussi la question, qui est une question première, hein, l'énergie dont on a besoin pour faire mouvoir et fonctionner ces blindés? C'est une excellente question parce qu'elle est centrale. L'énergie, c'est la question centrale. Au-delà, bien sûr, une arme laser, ça consomme énormément d'énergie, mais je dirais même nos engins consomment de l'énergie. Et je dirais même au-delà de ça, il n'y a pas que la cavalerie qui consomme de l'énergie sur le champ de bataille. Le fantassin consomme de l'énergie parce que tous ces moyens d'optique, optronique, transmission ont besoin d'énergie. Et donc, ça fait partie, ça doit faire partie des réflexions que l'on a en termes d'innovation pour trouver des solutions qui soient les moins gourmandes en énergie et qui soient le plus facilement soutenables sur le champ de bataille avec les peu de moyens qu'on aura pour recharger des batteries, etc. Donc c'est assez intéressant et là aussi la cavalerie participe à des réflexions, des innovations, des expérimentations sur tout ce qui est capteur abandonnable sur le champ de bataille. Et ça rejoint un petit peu cette notion d'énergie parce que c'est des capteurs qui vont pouvoir être posés sur le... Alors, le capteur, par exemple, je pense à des capteurs acoustiques. Il y a tout un système qui va être expérimenté via le laboratoire du combat du futur, du CCF. Donc, de capteurs acoustiques qui peuvent être déposés sur le terrain, qui peuvent rester comme ça pendant plusieurs semaines avec des batteries. Donc, vous voyez, peu de consommation en termes d'énergie et qui vont permettre de faire remonter des informations à partir des sons captés, que ce soit des positions de pièces d'artillerie qui auraient tiré, que ce soit des blindés en déplacement. Voilà. Donc vous voyez, c'est je pense, cette réponse en partie à ce besoin d'énergie qui est réel et on aura toujours besoin d'énergie. On peut aussi réfléchir quand on développe des nouveaux matériel à des solutions qui soient peu consommatrices en énergie. Alors mon colonel, j'ai entendu parler, chuchoter d'escadrons de drones de chasse. Ai-je rêvé? Non, en fait, c'est pas du tout. C'est bien une réalité, puisque le premier IMA, maintenant depuis 2 ans, réfléchit à un concept d'escadron de drones de chasse fondé sur les essaims de drones, l'utilisation et la mise en œuvre des essaims de drones. J'ai parlé tout à l'heure de la vision de la cavalerie quant à l'emploi des drones, avec un drone par blindé,
En fait, la vision complète de la cavalerie, elle est double. C'est à la fois ce drone que j'appellerais du combattant, qui équipe chaque blindé, mais c'est aussi des réflexions autour d'unités constituées, de drones. L'idée, elle est simple. Comme je l'ai dit, la cavalerie s'est toujours réinventée, c'est toujours adapté. Eh bien, c'est de dire aujourd'hui comment est-ce que la cavalerie peut continuer à mener des missions de cavalerie, reconnaître, couvrir, flancarder, combattre, exploiter, mais avec de nouvelles montures. En 14, on était à cheval. Aujourd'hui, on est sur des blindés. Demain, peut-être que les unités ou les escadrons, ou une partie de ces escadrons en tout cas, seront équipés de drones, et en particulier des cinq drones. Donc le premier IMA est bien avancé. Il a pu conduire un premier exercice en Lituanie récemment, et présentera une démonstration de cet escadron drone de chasse, et notamment l'utilisation de ces essaims de drones lors du prochain TechTer, le 10 juillet, à Sissonne. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très avancé. Je vais donner juste un chiffre pour illustrer un petit peu l'intérêt du projet. Lors de l'exercice en Estonie, alors que sur la première phase du combat, alors que cette unité de drone ne représentait que 5% des effectifs de l'ensemble du bataillon engagé, elle a causé 20% des destructions. Voilà. Je pense que ces deux chiffres sont intéressants pour montrer la plus-value que pourrait être cette utilisation de ce type d'unité, avec un principe assez simple, puisqu'on a à la fois un élément de reconnaissance, de renseignement qui va aller détecter des cibles, et puis ensuite on a des éléments d'attaque, soit sous forme d'essaim, soit sous forme de munitions téléopérées, ou de FPV, si c'est des cibles à haute valeur ajoutée, où on a besoin d'une très grande précision. Donc c'est un projet que donc, la cavalerie porte par l'intermédiaire du premier IMA, que l'on suit de très près à Saumur, et que le CCF conduit avec le premier IMA. Et donc rendez-vous le 10 juillet pour cette démonstration. Merci colonel Tesson, directeur des études et de la prospective au sein de l'école de cavalerie de Saumur, pour nous avoir en cadence et sans dérapage fait un tour de piste des innovations possibles et probables autour de la cavalerie et de ses blindés. C'était le podcast du commandement du combat futur, il est au pluriel, en tout temps, en tout lieu. Passons le stade du galop d'essai et allons à califourchon, oui, si, chevauchons les chemins sinueux de l'innovation. À bientôt.